4 navires, 100 millions de dollars. Le monde entier retient son souffle. Que s'est-il vraiment passé au large de la mer Rouge? Imaginez la scène. Nous sommes le 3 décembre. 4 pétroliers battant pavillon britannique, Jessica Hachel, Margaret Thatcher, Tolong, Stena Immacula, avancent lentement, chargés de pétrole, sur l'une des routes maritimes les plus stratégiques et contestées de la planète. 2 de ces mastodontes longent les côtes de Dakaba, une zone qui a vu passer des générations de marchands, pirates et convois militaires. Les 2 autres s'apprêtent à franchir le détroit d'Ormuz, un goulot d'étranglement par lequel transite près d'un tiers du pétrole mondial. À bord des tonnes d'or noir, une cargaison estimée à 100 millions de dollars, destinée à alimenter l'Europe, l'Asie et au-delà. Au-delà de la simple valeur marchande, c'est la stabilité énergétique de nations entières qui dépend de ce transit. Mais soudain, c'est le chaos. Des alarmes retentissent, des sirènes percent la nuit. Les membres d'équipage, formés à réagir aux situations extrêmes, se précipitent à leur poste. Une attaque coordonnée et sans précédent vise simultanément ces 4 navires. La tension devient palpable. Il ne s'agit plus seulement de pétrole, mais du cœur battant de l'économie mondiale. Dans les capitales, la panique s'installe, feutrée mais bien réelle. Les ministères de la Défense et de l'Énergie se réunissent en urgence. Qui a osé? S'agit-il de pirates somaliens, dont les exactions ont fait trembler la région il y a une dizaine d'années, d'un groupe armé soutenu par une puissance régionale, ou bien d'une main invisible cherchant à bouleverser l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale? Les spéculations s'emballent. Les agences de presse diffusent des informations au compte-gouttes. Les marchés réagissent instantanément. Le prix du baril grimpe de plusieurs pourcents en quelques minutes, rappelant la crise du canal de Suez en 1956, quand la fermeture de cette artère vitale avait déstabilisé l'économie occidentale. Derrière cette attaque, ce sont des centaines de millions de dollars menacés. Ce sont aussi les emplois de milliers de dockers, chauffeurs routiers, employés de raffinerie, jusqu'au simple citoyen qui verra sa facture d'électricité augmenter. La stabilité du marché, la sécurité des routes maritimes, la crédibilité des grandes puissances, tout vacille. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est prendre le risque d'une flambée des prix, d'une inflation galopante ou pire, d'une montée des tensions pouvant conduire à une guerre régionale. L'histoire nous a appris que les conflits pour le contrôle des routes maritimes, de la guerre du pétrole dans le golfe Persique à la piraterie dans le détroit de Malacca, ont toujours eu des conséquences mondiales. Avant d'explorer les conséquences, il faut comprendre pourquoi la mer Rouge est un point névralgique, et comment nos vies, sans même que nous en ayons conscience, dépendent d'une chaîne logistique fragile reliant plusieurs continents. Pour saisir ce qui s'est réellement joué, plongeons dans la géographie stratégique de la mer Rouge. Ce couloir d'eau étroit relie la Méditerranée à l'océan Indien via le canal de Suez, qui a été inauguré en 1869. Chaque année, plus de 21 000 navires empruntent ce passage. C'est l'un des axes les plus fréquentés au monde, un peu comme une autoroute où chaque embouteillage peut paralyser des économies entières. La mer Rouge et le détroit d'Ormuz sont comparables aux artères d'un organisme vivant. Sans eux, le sang, ici le pétrole et le gaz, ne circulent plus. L'Europe dépend de plus de 30% de ses importations énergétiques qui transitent par ces routes. En Asie, la Chine et le Japon surveillent avec anxiété tout incident, sachant que l'arrêt du flux signifierait des arrêts de production, des usines à l'arrêt, des ports silencieux. Il suffit d'un incident, une mine dérivante, un navire bloqué, une attaque éclair pour que l'effet domino s'enclenche. Cela s'est vu en 2021 quand le porte-conteneur Ever Given est resté coincé dans le canal de Suez pendant près d'une semaine, bloquant près de 400 navires et coûtant des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les images de cette file interminable de cargos ont marqué les esprits et rappelé à quel point le commerce mondial repose sur des équilibres précaires. L'Europe, dépendante de ces flux, se retrouve en première ligne. La France, par exemple, importe plus de la moitié de son pétrole, via ces routes. Une seule perturbation peut provoquer une hausse immédiate à la pompe et un effet boule de neige sur le prix de tous les produits manufacturés. Depuis plusieurs années, la région est le théâtre d'une montée des dangers. On se souvient des attaques de navires saoudiens en 2019, revendiquées par les rebelles Houthis au Yémen, ou encore du sabotage de tankers dans le port de Fujairah. Derrière chaque incident, des intérêts géopolitiques dont s'affrontent. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran et Israël surveillant la région, prêts à intervenir si leurs intérêts sont menacés. La sécurité maritime est donc devenue une question diplomatique majeure. Pourtant, la coordination internationale reste insuffisante. Lors de l'attaque du navire Mercer Street en 2021,
les réactions ont été désunies. Les États-Unis ont appelé à une coalition, mais beaucoup de pays ont préféré attendre, redoutant d'être entraînés dans un conflit régional. Chaque perturbation locale a donc un impact global. Elle oblige les entreprises à revoir leur chaîne logistique. Certaines, comme Maersk ou Total Energy, investissent désormais des milliards dans la sécurisation de leurs navires, dans la formation de leurs équipages et dans l'achat d'assurances toujours plus chères. Pour chaque citoyen, la moindre crise lointaine se traduit par une facture qui grimpe. On l'a vu lors de la guerre en Ukraine, le prix du gaz a quadruplé en quelques semaines, forçant des familles entières à réduire leur chauffage ou à retarder des achats essentiels. Comprendre les enjeux cachés derrière cette attaque, c'est saisir la complexité du monde moderne. Une crise en mer Rouge, ce n'est pas seulement un fait divers, c'est le symptôme d'un système mondial où tout est interconnecté et où la moindre faille peut tout faire basculer. Pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière cette attaque, des rivalités anciennes et des stratégies secrètes se dessinent, prêtes à bouleverser l'équilibre fragile de la région. Prenons un exemple historique. Lors de la guerre Iran-Irak, dans les années 1980, les attaques contre les pétroliers dans le golfe Persique avaient déclenché une opération internationale d'escorte de navires baptisée Ernest Will. Les États-Unis avaient dû protéger les tankers koweïtiens, rebaptisés sous pavillon américain, pour garantir la sécurité de l'approvisionnement mondial. Aujourd'hui encore, le spectre de telles missions plane au-dessus de la mer Rouge. Ce qui frappe dans la tentative d'attaque contre les 4 pétroliers britanniques, ce n'est pas seulement l'audace des assaillants. C'est la démonstration de la vulnérabilité des plus grandes puissances, malgré les technologies ultramodernes déployées. Chaque année, des sommes colossales, plusieurs milliards de dollars, sont investies dans la surveillance maritime. Satellites, drones de reconnaissance, avions de patrouille, navires de guerre, tout un arsenal veille à la sécurité du commerce mondial. Pourtant, la menace reste insaisissable. Les pirates somaliens, presque éradiqués il y a 10 ans, pourraient-ils renaître de leurs cendres ? De nouveaux groupes, financés par des États ou des réseaux criminels, inventent sans cesse de nouvelles méthodes pour contourner la surveillance. Dans les premières heures après l'attaque, la réaction britannique a été rapide. Les destroyers HMS Defender et HMS Diamond, présents dans la région, ont été déployés pour sécuriser la zone. Des hélicoptères Merlin et des drones Scan-Eagle ont été utilisés pour surveiller les alentours. Les investigations ont impliqué Interpol et Europol, dans une traque digne d'un thriller international. Mais plus les jours passent, plus l'enquête s'embourbe. Les pistes se brouillent, les déclarations officielles se font plus prudentes. La Russie, dont les intérêts pétroliers sont directement concernés, adopte une posture de retrait. Ce silence contraste avec l'agitation britannique et révèle un déséquilibre inquiétant dans la gouvernance de la région. Pourquoi tant d'opacité ? Parce que chaque acteur avance masqué, prêt à utiliser la crise comme levier diplomatique. Derrière le rideau se jouent des parties d'échecs entre nations où la stabilité du marché énergétique et la sécurité des routes commerciales pèsent de plus lourd que les vies humaines. Minimiser l'incident, c'est accepter une érosion lente de l'autorité des États. Cela ouvre la porte à de nouveaux chantages, à la montée des tensions et peut-être à une escalade militaire. On se souvient de la crise des missiles de Cuba en 1962. Un incident maritime avait suffi à rapprocher le monde de l'apocalypse nucléaire. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans l'ombre, des négociations parallèles s'engagent. Des diplomates, des hauts fonctionnaires, des lobbyistes des compagnies pétrolières se retrouvent dans des hôtels de luxe à Genève ou à Dubaï, cherchant à désamorcer la crise ou à en tirer profit. Sommes-nous à l'aube d'une crise énergétique mondiale, ou existe-t-il encore une marge de manœuvre pour éviter le pire ? Les signaux d'alerte se multiplient. Sans une gestion rigoureuse des risques, la situation pourrait vite devenir ingérable. Imaginez un instant que ces attaques se répètent. À chaque incident, les marchés financiers réagiraient au quart de tour. Les investisseurs, paniqués, vendraient massivement leurs actifs pétroliers, provoquant des chutes brutales sur les bourses. On a vu en 2008, lors de la crise financière, comment la volatilité des marchés peut précipiter l'économie mondiale dans la récession. Pour se protéger, les compagnies maritimes pourraient choisir des itinéraires plus longs, passant par le cap de Bonne-Espérance. Mais cela ajouterait plusieurs milliers de kilomètres et des semaines de navigation, augmentant les coûts de transport et provoquant des retards de livraison. En 1976, la fermeture temporaire du canal de Suez avait déjà forcé les pétroliers à ce détour, doublant parfois le prix du fret. Dans ce contexte, l'inflation deviendrait une menace concrète.
Chaque hausse du coût du transport se répercuterait sur le prix de l'essence, du gaz, mais aussi des denrées alimentaires et de tous les biens importés. Les ménages, déjà fragilisés par la crise sanitaire et la hausse des taux d'intérêt, seraient les premiers touchés. La dimension géopolitique aggrave encore la tension. Si les grandes puissances devaient intervenir militairement pour protéger leurs intérêts, le risque d'une confrontation directe ne serait plus une simple hypothèse. L'histoire récente l'a prouvé. Lors de la guerre du Golfe en 1991, l'envoi d'une coalition internationale avait été motivé en grande partie par la nécessité de garantir la libre circulation du pétrole. Au final, ce sont les citoyens qui en paieraient le prix. Les files d'attente devant les stations-service, comme lors de la crise pétrolière de 1973, pourraient refaire leur apparition. Les supermarchés, confrontés à des ruptures d'approvisionnement, augmenteraient leurs prix. Les gouvernements seraient contraints de débloquer des aides d'urgence, aggravant les déficits publics. Si la communauté internationale ne réagit pas de façon concertée, tout l'édifice économique mondial pourrait vaciller. Une spirale de crise énergétique s'installerait, bouleversant chaque aspect de notre quotidien. Mais cette crise, aussi inquiétante soit-elle, n'est pas inévitable. D'autres scénarios restent possibles, à condition de repenser notre approche. Et si la solution passait par une alliance internationale inédite et une refonte en profondeur de notre modèle énergétique? Première étape, renforcer la coopération internationale pour surveiller et sécuriser les routes maritimes stratégiques. Cela passe par des patrouilles conjointes, des exercices de simulation, des échanges de renseignements en temps réel. L'opération Atalante, lancée par l'Union européenne en 2008 pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie, a prouvé l'efficacité de telles alliances. Deuxième étape, diversifier nos sources d'énergie. Pour réduire notre dépendance au pétrole transporté sur des milliers de kilomètres, il faut investir massivement dans les énergies renouvelables. L'Allemagne, avec son plan Energiewende, a déjà amorcé ce virage, misant sur l'éolien et le solaire pour couvrir une part croissante de sa consommation. Troisième étape, renforcer la cybersécurité maritime. Les attaques informatiques contre les systèmes de navigation des navires se multiplient. En 2017, le géant danois Maersk a subi une cyberattaque paralysant ses opérations dans le monde entier. Former les équipages, installer des pare-feux sophistiqués, tester les systèmes de secours, autant de mesures indispensables. Quatrième étape, sensibiliser la société civile. Comprendre que chaque litre d'essence, chaque produit importé dépend d'un équilibre mondial fragile, c'est le premier pas vers la résilience. Les écoles, les médias, les pouvoirs publics doivent expliquer ces enjeux pour préparer les citoyens aux défis à venir. Chacun peut agir à son niveau. Réduire sa consommation d'énergie, privilégier les circuits de court, investir dans des solutions propres, autant de gestes qui, multipliés par des millions de personnes, peuvent faire la différence. Les entreprises, elles aussi, ont un rôle à jouer, en diversifiant leurs fournisseurs, en investissant dans la production locale, en adoptant des technologies propres, elles peuvent limiter leur exposition aux crises lointaines. Refuser d'agir, c'est courir le risque de subir la prochaine crise sans y être préparé. S'engager, c'est renforcer la résilience de la société et peser davantage dans les négociations internationales. Mais le plus grand défi reste de faire basculer la volonté politique et économique du côté du changement. Cela exige du courage, de l'innovation et une vision à long terme. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne ont les moyens et l'influence pour impulser cette transformation, mais il faudra surmonter les blocages, les lobbies, les intérêts particuliers. Ce qui s'est joué dans les eaux de la mer Rouge, ce n'est pas un simple épisode de piraterie, c'est un avertissement. À chaque cargo menacé, c'est toute la chaîne d'approvisionnement mondiale qui vacille, des millions d'emplois menacés, des prix qui s'envolent. Derrière ces 100 millions de dollars de cargaison, c'est notre dépendance collective à l'énergie qui apparaît, fragile et exposée. Ce n'est pas seulement une affaire de pirates ou d'États, c'est le reflet de notre époque, où ignorer les signaux faibles peut coûter bien plus cher que prévu. Les grandes puissances, parfois paralysées par leurs propres contradictions, hésitent à agir. Mais détourner le regard, c'est prendre le risque de crise bien plus grave demain. Laisser passer de tels incidents sans réagir, c'est perdre du terrain sur notre sécurité, notre économie et notre influence. Pourtant, chaque mobilisation, même minime, peut inverser la tendance. Prendre position, c'est reprendre la main sur notre avenir commun et rappeler que la vulnérabilité n'est pas une fatalité. Se contenter d'observer, c'est choisir la facilité. Mais reconnaître la portée de ces menaces, c'est ouvrir la voie à une nouvelle façon de défendre nos intérêts partagés. Car la mer Rouge n'est pas si lointaine. Ses remous atteignent nos ports, nos foyers, notre futur. La prochaine fois qu'un incident
éclatera en mer, serons-nous prêts à regarder le système dans son ensemble et à agir, ou resterons-nous prisonniers de la question qui ou pourquoi? À nous de décider si nous voulons subir l'histoire ou la façonner.